Bonjour à tous, c'est Amandine, je suis psychologue et énergéticienne et j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet des enfants. Les enfants d'aujourd'hui, comment les accompagner, comment les soutenir, comment les aider dans leur évolution et comment mieux les cerner. Parce que ça n'est pas toujours évident, le monde change, les enfants changent et je vais vous donner certaines des compréhensions que je peux avoir aujourd'hui en tant que psychologue et en tant qu'énergéticienne. Alors, avant de parler de nos enfants, de vos enfants, je voudrais revenir à l'enfant que vous étiez. Peut-être qu'on disait de vous que vous étiez un enfant hypersensible. Peut-être qu'on disait de vous que vous pleuriez pour rien, qu'un rien vous touchait. Ou bien encore que vous étiez dans la lune, que vous aviez une imagination débordante, que vous n'étiez pas toujours là, que vous n'aviez pas les pieds sur terre. Peut-être qu'on disait encore de vous que vous aviez du mal à trouver votre place, ou en tout cas vous sentiez vous que vous aviez du mal à trouver votre place et il vous a fallu énormément d'énergie pour arriver à comprendre le monde dans lequel vous viviez et à vous y insérer du mieux possible, parfois avec des adaptations très coûteuses pour vous. Euh, vous vous êtes peut-être dit que vous aviez toujours besoin de faire semblant pour être accepté par les autres, que vous ne pouviez pas montrer votre véritable nature parce qu'elle vous semblait trop différente des enfants autour de vous. D'ailleurs, vos sujets de préoccupation étaient plutôt des sujets de préoccupation d'adultes avec des valeurs assez fortes et vous aviez une assez forte intolérance pour toutes les émotions négatives qui vous atteignaient particulièrement. D'ailleurs, vous sentiez très bien dans votre entourage quand c'était compliqué ou pas. Peut-être que vous avez été cet enfant-là, et si vous avez été cet enfant-là, il est possible que vous ayez un mini-vous qui vous ressemble, mais et qui va encore au-delà de ce que vous pouviez expérimenter quand vous étiez enfant. Il est possible aussi que vous ayez un enfant qui soit dans ce registre-là alors que vous-même vous êtes complètement étranger à tout ça et que vous vous sentiez complètement dépassé par le caractère de votre enfant, par sa façon d'être, euh, par son niveau d'empathie, par son état émotionnel et que vous vous sentiez bien démuni, voire dans l'incompréhension pour pouvoir l'aider. Alors je voudrais faire un petit peu le point sur tout ça. Pourquoi? Bien parce que ces enfants, vos enfants, nos enfants d'aujourd'hui, je les reçois beaucoup en consultation. Ce sont des enfants qui arrivent avec deux indications différentes. Soit effectivement ce sont les parents qui s'inquiètent parce qu'ils ne savent plus comment gérer, ce sont leurs termes, soit ce sont les professionnels qui me les orientent parce que alors les professionnels neuropsychologues, orthophonistes, professeurs des écoles qui en parlent aux parents, qui me les orientent pour deux raisons. Soit effectivement ils sentent que l'enfant est très mal à l'aise, ne trouve pas sa place, a tendance à s'effacer, ne sait pas se défendre, reste dans un coin et semble dans l'incompréhension des mécanismes relationnels en jeu autour de lui. Soit, et là c'est la plus grande majorité des cas, parce qu'en général, un enfant qui ne bouge pas, on ne s'inquiète pas, hein, alors que c'est peut-être cela dont il faudrait prendre soin en priorité, parce qu'un enfant qui s'exprime, qui va s'agiter, qui va bouger, sort déjà de lui-même les émotions dans lesquelles il peut être. En revanche, c'est ceux-là qu'on va amener plus facilement en consultation. Pourquoi? Parce qu'ils dérangent. Ils dérangent à l'école, il dérange au sein de la famille. Alors quand je dis déranger, c'est pas péjoratif, c'est que du coup ils font tellement de remue-ménage et ça peut être tellement explosif parfois que les parents peuvent être rapidement dépassés et ne pas comprendre du tout ce qui se passe pour leur enfant, alors en comprenant bien qu'il y a un problème, mais ne sachant pas cerner la nature du problème. Et donc ce sont de ces deux catégories d'enfants que j'aimerais vous parler. Il existe aujourd'hui une étiquette, alors pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime pas trop les étiquettes, mais parfois ça permet de savoir un petit peu de quoi on parle. Il existe une étiquette que les neuropsychologues nomment aujourd'hui enfants à fonctionnement haut potentiel, les HPI. On parle aussi de zèbres, on parle aussi des HPE, les enfants à haut potentiel émotionnel.
Tout ça, ce sont voilà, des catégorisations qu'on a mises en place. Les neuropsychologues le disent d'ailleurs, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, le disent d'ailleurs qu'ils ne sont pas encore au point sur les tests qui permettent de définir véritablement ce registre de fonctionnement-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne s'agit en aucun cas d'enfants qu'on pouvait nommer surdoués. Enfin, quand je dis en aucun cas, c'est-à-dire pas que. Quand on parle de fonctionnement à haut potentiel, on ne parle pas que de résultats scolaires, on ne parle pas que d'une façon logique et rationnelle de comprendre le monde. Ces enfants sont des enfants qui ont un niveau émotionnel, un niveau d'empathie très important. Ce sont des enfants qui vont être extrêmement sensibles, qui vont capter des choses très fines, y compris des choses que nous ne voyons pas à l'œil nu. C'est-à-dire qu'ils vont capter des vibrations, ils vont capter des informations, ils vont capter des sensations. Ce sont des enfants qui sont capables d'être empathes, donc ils sont aussi capables de savoir ce que vous ressentez, pour certains, sans pouvoir mettre parfois les mots dessus. Donc ça va donner des enfants qui effectivement peuvent être très agités parce que complètement débordés par leur émotionnel. Et c'est pas vraiment leur émotionnel, il y a une partie de leur émotionnel, mais il y a aussi un émotionnel qui appartient à l'adulte qui est à côté. Ce sont comme des éponges énergétiques, des éponges émotionnelles qui vont capter absolument tout ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est compliqué à comprendre parce que ça va donner des enfants qui vont, alors comme je vous l'ai dit, soit être extrêmement effacés, ne pas être en capacité de se défendre vis-à-vis des autres parce que ce sont des enfants qui ont des valeurs extraordinairement poussées, c'est-à-dire que pour eux, la violence est très compliquée à comprendre. Ce sont des enfants qui ont un niveau de compréhension du monde qui est bien supérieur aux adultes que nous sommes. Alors avec leurs mots d'enfant, certes, mais ces enfants sont là pour nous apprendre. Ce sont nos meilleurs enseignants. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ces enfants, effectivement, ils ont un haut niveau de valeur. La paix est quelque chose qui leur tient particulièrement à cœur. Ce sont des enfants qui, du coup, comme ils ont un émotionnel très débordant, ils vont avoir besoin de beaucoup de repères, de beaucoup de sécurité. Ce sont des enfants qui vont parfois avoir besoin de rituels, d'être ritualisés pour pouvoir continuer à être dans ce monde. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la manière dont fonctionnent ces enfants? Alors, ce que je vois en consultation, soit les parents effectivement les amènent en disant bien mon fils, ma fille entend des voix, il voit des personnages, il voit des ombres, il voit des entités, mon enfant ne sait pas s'insérer à l'école, ou mon enfant est turbulent, mon enfant ne respecte pas les règles, parce qu'effectivement ces enfants ont de grosses difficultés à intégrer les règles que nous leur donnons. Et quelque part, ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que sur le plan énergétique, ce sont des âmes qui se sont incarnées, ce sont des âmes avec un haut niveau vibratoire, avec une vibration, une sensibilité énergétique bien plus importante que la nôtre. Vous savez peut-être qu'on n'utilise que 5 à 10% des capacités de notre cerveau. Actuellement, on ignore à quoi sert le reste. On sait qu'on est capable d'activer à peu près 30% des capacités du cerveau en état méditatif ou en état d'hypnose, mais il en reste encore 70. Eh bien, ma vision à moi des choses, c'est que les enfants qui arrivent aujourd'hui sont des enfants qui développent déjà certaines capacités du cerveau que nous avons tous à l'état latent mais que nous n'avons pas forcément développé. Et cette partie du cerveau-là peut nous donner accès à d'autres facultés que certains peuvent appeler extra-psychiques. Moi je préfère dire intrapsychique, mais que nous ne connaissons pas encore. Et là où c'est dommage, c'est que il y a deux mondes qui ne se rejoignent pas. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le monde de la spiritualité, qui va vous parler des enfants indigos. Ça c'est plutôt la génération des adultes que nous sommes. Des enfants arc-en-ciel, des enfants cristal. Certains vont aussi parler d'enfants starseed, donc ce sont les enfants des étoiles. Donc il y a tout ce monde-là spirituel qui définit
à mon sens, de façon tout à fait pertinente. Alors, quel que soit le mot, le vocabulaire qu'on va utiliser, si ça ne vous parle pas, enfant arc-en-ciel, cristal, etc., c'est pas le problème. Hein, l'idée, c'est vraiment d'arriver à définir qu'est-ce qui se passe pour ces enfants et comment ils fonctionnent. Donc, d'un côté, il y a ce monde-là, et puis de l'autre, il y a le monde médical, thérapeutique, qui voit défiler de plus en plus d'enfants dits pathologiques. Je crois qu'il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que... alors comment elle est cette citation, que être inadapté dans un monde fou, et ben finalement c'est pas être... en tout cas c'est la santé mentale. Alors je sais plus, enfin vous retrouverez la citation. Je la retrouverai peut-être à la fin, mais que la santé mentale, ça n'est pas être adapté dans un monde de fous. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a les médecins, les psychologues, les thérapeutes, les orthophonistes, les neuropsychologues, les professeurs des écoles, qui vont étiqueter ces enfants sous tout un tas de registres pathologiques, mais comme me le disait très justement une orthophoniste que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et je l'en remercie de ses propos, elle disait, mais en fait, il faut qu'on se pose la question, on a en consultation, la majorité des enfants maintenant sont étiquetés d'une certaine manière ou d'une autre pathologiques. Est-ce que c'est pas nous qui le sommes? C'est-à-dire que quand on demande à un enfant de s'adapter en classe, quand on lui demande de suivre les règles, alors effectivement, je rejoins tout à fait le fait que pour vivre en communauté, en société, nous avons besoin effectivement de certaines règles pour se mettre d'accord, pour pouvoir fonctionner ensemble. Mais peut-on demander à un enfant qui, dans le cœur de son essence et dans la joie, dans la vie, dans la découverte, peut-on lui demander de rester un certain nombre d'heures par jour derrière un pupitre, à enchaîner des connaissances qui sont certes utiles, mais qui ne sont pas de véritables connaissances. C'est-à-dire que je m'explique, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, c'est encore une fois mon point de vue, vous en ferez bien ce que vous voulez. Pour moi, la véritable connaissance, c'est pas l'apprentissage dans les livres. La véritable connaissance, c'est celle qui va relever de l'expérience des émotions et de l'expérience des sensations, et de l'ajustement à ça. Et ça, on n'apprend pas à l'école, tout ça. On n'apprend pas à l'école à se servir des énergies, on n'apprend même pas que les énergies existent. Il faut qu'on le découvre plus tard à l'âge adulte, et encore, on ne le découvre pas tous, c'est bien dommage. On ne parle pas à l'école véritablement des émotions, quoiqu'il y a eu effectivement des progrès en ce sens, parce que de plus en plus de professeurs des écoles sont aussi concernés par tout cela, pris dans le système, mais avec une conscience qu'il y a des choses à changer, il y a des apprentissages, des façons d'apprendre qui doivent être différentes. C'est-à-dire qu'actuellement, on prend un savoir et on demande aux enfants d'intégrer ce savoir. On ne part pas des facultés intrinsèques de l'enfant, de ce qu'il aime faire, de sa joie de vivre, de son talent. Parce qu'en fait, c'est ça. Si on partait véritablement de ce qui est le cœur de chaque enfant, on arriverait de façon beaucoup plus rapide et de façon bien supérieure à développer certaines compétences chez l'enfant. Mais en partant de lui, et non pas en partant du moule schématique, du moule réducteur et sociétal dans lequel nous sommes. Il est complètement illusoire, à mon sens, en tant que psychologue, de demander à un enfant d'être l'équivalent des autres. C'est nier complètement son individualité propre, et il est venu dans ce monde pour exprimer justement sa qualité personnelle, sa qualité individuelle, sa vibration individuelle, qui ne sera pas celle de son voisin. Donc actuellement, on demande... On passe notre temps sans s'en rendre compte, hein, avec pour la plupart la meilleure volonté possible, mais on passe notre temps à effacer ce qu'il y a de plus beau en chacun, de manière à s'adapter à un moule qui ne correspond plus à ces enfants-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces enfants, ce sont des âmes qui se sont incarnées, je vous l'ai dit, avec un niveau vibratoire beaucoup plus élevé que le nôtre, qui viennent aider, qui viennent nous réveiller, nous secouer, nous bousculer. Leur job, c'est pas d'obéir, ils s'en fichent d'obéir. Hein. Eux, je vous l'ai dit, ils ont un problème avec les règles, et d'une certaine manière, ils ont bien raison. C'est-à-dire qu'ils nous obligent en tant que parents, en tant que thérapeutes, en tant qu'enseignants,
en tant qu'orthophoniste, neuropsychologue, pédiatre, ils nous obligent à repenser le cadre de notre système. Ils viennent nous dire, ce que vous faites, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Vous ne fonctionnez pas avec votre ressenti. Vous fonctionnez avec des règles qui sont obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être. Vous fonctionnez avec des règles moyenâgeuses. Aujourd'hui, nous avons tous la possibilité d'exprimer et d'exploiter nos talents. Et le monde a besoin des talents de chacun. Et donc, empêcher ces talents d'émerger, même de manière involontaire, hein, c'est réduire les chances que nous avons dans ce monde de pouvoir exploiter et explorer au mieux toutes les capacités que nous avons. Donc ce sont des enfants qu'on dit très connectés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des amis imaginaires, beaucoup. Ils vont avoir une compréhension non verbale des choses, c'est-à-dire qu'ils vont ressentir profondément à l'intérieur d'eux des choses que vous ne voyez pas, ou que vous ne percevez pas. Ils peuvent voir les énergies circuler, ils peuvent entendre des choses, et je peux vous assurer en tant que psychologue que ces enfants ne sont pas fous. Vous savez, j'ai travaillé un certain nombre d'années en psychiatrie, et je faisais à l'époque des tests différentiels, des bilans projectifs, tests de Rorschach, etc., pour pouvoir faire des bilans différentiels pour dire si les jeunes adultes que je recevais en consultation étaient dans une pathologie psychiatrique de type schizophrénie, troubles schizoaffectifs, etc., ou si pas. Et si pas, qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Or, nos tests aussi en tant que psychologue sont tout à fait inadaptés aujourd'hui. C'est-à-dire que je me retrouvais avec des résultats de tests. Si je ne prenais que le résultat, ça validait totalement la schizophrénie, la maladie psychiatrique. Si je prenais la personne que j'avais en face de moi, j'avais pas des personnes malades. Peut-être que nous sommes plus malades que ces gens-là. J'ai côtoyé longtemps des personnes qui effectivement étaient dans une réalité différente. C'est pas parce qu'elle est différente qu'elle n'existe pas. Et alors ça n'engage que moi, mais je sais que je ne suis pas la seule psychologue à travailler en service de psychiatrie à penser cela. Il y a des médecins aussi, des psychiatres qui le pensent. Le problème, c'est que nous sommes tous enfermés dans un système où quand on est médecin ou psychologue, dire que une personne qui souffre de délire n'est pas délirante, mais qu'elle est connectée à d'autres plans, d'autres dimensions spirituelles, et ben ça fait un petit peu désordre. Mais nous sommes plusieurs à le penser, je sais que je ne suis pas la seule. En revanche, c'est difficile quand on est dans l'institution de pouvoir nommer ça et de pouvoir se positionner par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a en partie décidé à en sortir. Parce que pour moi, ça devenait un univers trop étriqué, avec une compréhension trop limitée des choses. Je ne dis pas que ça n'est pas essentiel à un moment donné, le traitement médicamenteux. Je ne dis pas que l'accompagnement qui y est fait n'est pas bon. Je dis juste qu'il n'est pas ajusté parce qu'il manque une partie des informations. C'est-à-dire qu'on ne voit ces personnes qui souffrent de ces pathologies que sous une petite lorgnette, un petit morceau de lorgnette. En réalité, il y a tout un tas de choses qui nous échappent. Et pour ma part, je pense que certaines des personnes, peut-être pas toutes, mais certaines, la plupart en réalité, des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie aujourd'hui et qui souffrent de délire sont en réalité des personnes qui sont connectées à d'autres réalités, à d'autres mondes, à d'autres dimensions que la nôtre. Simplement, ce sont des personnes qui ne sont pas suffisamment enracinées, suffisamment ancrées, suffisamment stabilisées dans le monde dans lequel on vit, pour pouvoir faire la part des choses entre les informations qu'elles reçoivent et qui viennent d'autres plans, et puis la réalité concrète, matérielle à laquelle nous avons affaire dans ce monde. Pour moi, ça relève vraiment plus d'un défaut d'ancrage, d'un défaut d'enracinement qui va générer, en fait, ce défaut d'enracinement va générer ce qu'on appelle la pathologie ou la maladie. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Pourquoi je vous explique tout ça ? Eh bien parce que nos enfants d'aujourd'hui, j'ai pas envie qu'ils deviennent les personnes hospitalisées en psychiatrie de demain. C'est-à-dire qu'un enfant hyperactif, c'est-à-dire qu'un enfant qui conteste tout, qui peut être très virulent, qui peut avoir un amour énorme à vous donner et être un ange, et puis se transformer en démon en quelques instants et faire tout voltiger dans la maison, vous remettre en question, vous bousculer,
voire vous heurter ou vous blesser émotionnellement, eh bien ces enfants-là sont des enfants qui ont accès à cet autre registre-là. Et pour ma part, je pense vraiment que tous les enfants qui arrivent maintenant arrivent avec ces capacités-là. Donc je crois qu'il va falloir qu'on s'y fasse. Je crois qu'il va falloir qu'on accepte qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'on ne sait pas tout, et que la science dure, comme on l'appelle, l'est effectivement. C'est-à-dire qu'elle demande à être assouplie. Alors, la science évolue, on a aujourd'hui d'autres pistes de compréhension, mais qui ne sont pas encore mises trop au goût du jour parce qu'elles elles nécessiteraient de nous de changer complètement notre représentation du monde, la façon dont on l'envisage et ce qu'est la réalité et ce qu'elle n'est pas, et ce que sont les réalités. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que ces enfants sont en grande souffrance, ils ne trouvent pas leur place, un petit peu comme vous, quand vous étiez enfant, mais de manière encore décuplée, c'est-à-dire que vous avez peut-être usé de vos capacités d'adaptation, vous avez peut-être pu faire semblant jusqu'à ne pas vous reconnaître parfois, et c'est ce qui fait qu'adulte, vous venez souvent en consultation. Eux, ils n'ont pas cette possibilité-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus pour ça. Leurs énergies font qu'ils sont dans l'incapacité de s'adapter. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour nous faire nous adapter à eux. Le monde qui change, c'est eux. Quand je vous disais, ce sont nos meilleurs enseignants, c'est la réalité. Regardez vos enfants comme si vous aviez affaire aux meilleurs enseignants qui soient, même si c'est difficile. Alors déjà, le fait de comprendre tout ça, de comprendre comment ils fonctionnent, de comprendre pourquoi il y a ces variations importantes, émotionnelles, de comprendre pourquoi ils peuvent être très en avance sur certaines compréhensions et puis vous pouvez les sentir très en difficulté dans tout ce qui est sphère émotionnelle, eh bien ça peut déjà vous permettre de prendre un pas de recul pour commencer à dessiner les contours de ce que vous observez et pouvoir commencer à aider à soutenir votre enfant. Quand vous avez en tête le fait que c'est lui qui vous apprend et qu'en tant que parent, c'est absolument pas vous qui lui apprenez, alors vous le voyez d'un regard nouveau et alors vous l'accompagnez de manière différente. Bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner pour ça par des thérapeutes, par des énergéticiens, par des personnes qui ont cette ouverture, qui savent, même si elles ne voient pas, mais qui savent que tout cela existe aussi et qu'il n'y a pas que ce qu'on voit avec nos yeux, en tout cas que le monde ne se limite pas à ce qu'on peut voir avec nos yeux. Une émotion, ça se voit pas. Ça se voit quand on pleure ou quand on rit, mais quand elle est à l'intérieur, elle se voit pas et pourtant elle existe. Une pensée, ça se voit pas et pourtant elle a une réalité concrète quelque part. Donc là, c'est la même chose. Et tous ces enfants sont des enfants qui vont avoir besoin de vous parents, de vous professeurs des écoles, de vous professeurs, de vous pédiatres, médecins, orthophonistes, neuropsychologues, psychologues, énergéticiens, grands-parents. Ils vont avoir besoin de vous pour que vous puissiez les accompagner. Votre rôle à vous, c'est quoi? C'est de leur donner les codes de ce monde, mais pas les codes que nous avons eus jusqu'à maintenant. Leur donner les codes pour qu'ils puissent apprendre à vivre ensemble, en société, mais sans être dans la contrainte, en respectant l'individualité de chacun. Alors quand je dis sans être dans la contrainte, ça ne veut absolument pas dire ne pas mettre de règles. Un certain nombre de règles sont nécessaires, ne serait-ce que pour les sécuriser. Ce sont des enfants qui se sentent extrêmement insécurisés, qui souvent sont très anxieux et qui ont besoin d'être énormément rassurés. Et les règles rassurent. Mais pas n'importe quelle règle, c'est-à-dire une règle qui va permettre aussi de prendre en compte la dimension individuelle de l'enfant, de prendre en compte ses émotions et surtout de les valider. Ne dites pas à votre enfant, à un élève qu'il n'a pas à ressentir ce qu'il ressent. Alors je suis un peu dure quand je dis ça, mais toute émotion est valable. C'est juste que, alors je sais, en tant que parent, je suis parent aussi, donc je sais bien que c'est pas toujours simple, que parfois on a envie de démissionner, que parfois on sait plus comment faire, qu'on aimerait mieux les aider, mais que parfois c'est agaçant aussi, et que ça prend énormément d'énergie, parce qu'effectivement ce sont des enfants, en tout cas pour ceux qui bougent beaucoup, qui remuent beaucoup le cadre, ce sont des enfants qui peuvent être épuisants.
Mais ils vont être épuisants tant que vous ne les aurez pas compris. Donc plus vite vous comprendrez pourquoi ils fonctionnent comme ça. Et ce qu'ils vous mettent en lumière, parce qu'un enfant qui ne tient pas en place à l'école, qui est catalogué malheureusement comme l'enfant fauteur de troubles, observez-le. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient vous dire, ben, le système en place ne convient pas. Ça n'est plus possible. Donc comment on fait pour transformer ça? Comment on prend en compte l'individualité de chacun, la joie de chacun, le plaisir de chacun, pour leur donner des clés d'apprentissage, mais qui sont des clés d'apprentissage plus larges, à mon sens, que celles qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les clés d'apprentissage d'aujourd'hui, elles se limitent encore une fois à des connaissances, comment dire, des connaissances français, maths, histoire, langues étrangères, etc. Et c'est très bien, je ne remets pas en question ça, c'est nécessaire. Mais il y a tout un tas d'autres apprentissages relationnels, émotionnels, qu'il est nécessaire de pouvoir prodiguer dès la maternelle pour apprendre à vos enfants, à nos enfants, à gérer leurs émotions, à les canaliser, à en faire quelque chose et non pas à les faire taire d'emblée. Quand on fait taire les émotions d'emblée, ça donne des adultes qui sont malheureux, qui ne se connaissent pas et qui passent un certain nombre de temps en thérapie. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils ont beaucoup à vous apporter, ils ont beaucoup à vous donner. Il faut simplement arriver à fonctionner différemment avec eux, c'est-à-dire qu'avec eux, tout ce que vous pensiez être vrai, tout ce que vous pensiez être établi est à remettre en question. Et à commencer par notre éducation à nous, à commencer par notre façon de voir la vie ou les choses à nous. Tout est à repenser et ces enfants-là sont une invitation permanente à repenser les choses et à nous reconnecter à nous-mêmes, à nous reconnecter à ce qui est essentiel, à ce qui est juste et non pas à fabriquer encore d'autres petits moules, d'autres petits soldats. Alors je peux être un peu dure quand je dis ça, mais si on va vraiment au cœur des choses, c'est ça. Et même, même quand on l'ignore, c'est-à-dire même quand on essaie de faire le mieux possible, il y a nécessité d'une grande transformation dans la façon dont nous avons, et je m'inclus bien sûr là-dedans, dont nous avons à regarder et à accompagner nos enfants. En réalité, je crois que ce sont plus eux qui nous accompagnent que nous. Tout ce qu'on a à leur donner, c'est de l'amour et de la sécurité. Et ensuite, ce sont eux qui nous guident sur le chemin. D'ailleurs, je crois que tous les parents seront d'accord sur le fait qu'on n'apprend pas à être parents et que ce sont nos enfants qui nous l'apprennent. Alors, si on pouvait limiter un peu la casse et les dégâts, je pense que ça serait pas plus mal. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner... alors évidemment, quand un enfant vous dit qu'il voit des choses, qu'il perçoit des choses, qu'il entend des choses que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, ne vous dites pas qu'il est malade, ne vous inquiétez pas tout de suite d'emblée et surtout ne lui dites pas que ça n'existe pas. Je ne vous dis pas d'abonder forcément dans son sens parce qu'un enfant, en tout cas les jeunes enfants, la frontière entre l'imaginaire et la réalité est très ténue, c'est-à-dire que pour eux ces deux mondes se confondent, donc vous ne saurez jamais véritablement si c'est uniquement son imagination. D'ailleurs, qui vous dit que l'imagination n'est pas de la canalisation, c'est-à-dire de la capacité à recevoir une information qui vient d'ailleurs. Vous ne saurez jamais si vraiment l'ami imaginaire, il est totalement imaginaire ou s'il est dans la chambre. Mais accueillez ces propos-là, écoutez-le, ne cherchez pas à le convaincre que c'est dans sa tête. De la même façon, les monstres qui existent sous le lit, je pense qu'il y en a pour une part une réalité, c'est-à-dire que ce ne sont pas de vrais monstres, mais mettez-vous à leur place. Vous-même, si vous ne savez pas qu'il existe d'autres choses, d'autres plans de conscience, d'autres niveaux vibratoires, d'autres fréquences énergétiques qui peuvent se manifester sous différentes formes, alors imaginez bien que votre enfant non plus, puisqu'il n'est pas éduqué dans ce monde-là. Donc quand il voit quelque chose dans sa chambre, eh bien pour lui ça peut s'apparenter à un monstre. Pourquoi ? Parce que quand on a peur, la forme que peuvent prendre ces énergies est dépendante de la sensation émotionnelle dans laquelle on peut être. C'est-à-dire que si on a peur, si on est anxieux, si on n'est pas bien, ce qu'on va voir
va prendre une forme qui va faire peur, qui va nous rendre anxieux, etc., etc. Donc peut-être que les monstres sous le lit ou dans le placard existent vraiment, peut-être que ce ne sont pas des monstres, mais simplement des énergies bienveillantes qui sont là pour accompagner vos enfants, mais dans la mesure où ils ne sont pas accompagnés à comprendre ça, eh bien, ils en ont peur. Donc votre travail à vous, ça va être non pas de valider tout ce qu'ils vous disent, mais en tout cas de l'accueillir, d'en tenir compte et de vous dire que peut-être c'est possible, juste ça. Vous n'avez pas besoin d'y croire, vous n'avez pas besoin de le savoir, vous pouvez juste vous dire que peut-être c'est possible. Et à ce moment-là, vous allez véritablement les aider. Voilà, j'ai été un petit peu longue, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle a résonné pour vous, je vous invite vraiment à la partager de manière à ce que les enfants, d'ailleurs vous pouvez la montrer aussi aux enfants qui sont en âge d'écouter tout ça, et qui peuvent, en tout cas qui peuvent comprendre sur le plan intellectuel tout ce dont on a parlé. Ils se sentiront moins seuls. Si vous êtes parents, grands-parents, encore une fois, si vous êtes en contact avec des enfants, quel que soit votre métier, je sais qu'il y en a beaucoup qui partagent complètement l'opinion que j'ai, mais qui ne peuvent pas s'autoriser pleinement à le nommer de cette manière-là, parce qu'ils sont en institution, parce qu'ils sont dans... oui, en institution, ou en tout cas dans des schémas organisationnels qui ne se prêtent pas encore à tout ça, hein, qui sont trop rigides pour pouvoir accueillir tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à en tenir compte et à en avoir connaissance, et je vous remercie pour l'accompagnement extraordinaire que vous faites un peu en sous-marin auprès de ces enfants, parce que vous les aidez, parce que vous les comprenez, même si vous ne pouvez pas véritablement le faire pleinement comme vous aimeriez. Donc faites circuler cette vidéo si ça vous parle. L'objectif, c'est vraiment d'aider nos enfants du mieux possible, le plus humblement possible, et d'aider majoritairement à ce que tout le monde comprenne comment fonctionnent ces enfants qui sont déjà là et ceux qui vont arriver, parce que véritablement de plus en plus on va être dans ce registre-là. Donc on n'est pas là pour le coup dans la pathologie, on est dans la nouvelle normalité. Simplement nous, à notre échelle, on n'accepte pas que la normalité soit nouvelle, qu'elle soit autre. Et on a à se remettre véritablement en question de ça. Donc n'hésitez pas à partager, et ça peut vraiment aider certains parents aussi à comprendre ce qui se passe pour leur enfant. Ça peut les déculpabiliser aussi, ce ne sont pas de mauvais parents qui ne savent pas faire, hein. Souvent les institutions vont avoir tendance, en tout cas vont être prises entre deux feux comme ça, et vont avoir tendance à renvoyer beaucoup de culpabilité aux parents en stigmatisant les comportements de leurs enfants. Je pense que c'est important que les parents entendent ça, que les enfants l'entendent, et que tous les professionnels de soins ou d'accompagnement ou d'éducation qui sont autour des enfants puissent l'entendre. L'accueillir, c'est autre chose, mais au moins l'entendre. Et peut-être que ce qui ne résonne pas aujourd'hui pour vous résonnera demain. Peut-être que ça ne sera jamais le cas. Mais en tout cas, j'avais besoin aujourd'hui de vous partager cette réalité-là, parce que je vois de plus en plus d'enfants malheureux en séance. Et ce sont des enfants qui sont merveilleux, qui ont des capacités d'empathie, des capacités relationnelles, qui pourraient être dans une paix intérieure et dans une joie de vivre extraordinaire, et qui se trouvent censurés pour toutes ces raisons-là. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage d'éteindre la flamme qui se trouve dans chacun de ces enfants. Donc si vous souhaitez partager cette flamme, eh bien ça sera avec plaisir. Je vous dis à bientôt.